Elle s'est moquée de moi à une fête, alors je suis parti sans un mot et j'ai annulé le mariage en un clin d'œil. Allons droit au but. Il y avait de la sauce tomate sur ma chemise quand j'ai rompu nos fiançailles. Non, sérieusement. J'aurais aimé que ce soit l'un de ces moments parfaits et dramatiques qu'on voit dans les films. Mais non, j'étais debout sous des guirlandes lumineuses bon marché dans le jardin de quelqu'un, tenant une assiette en carton de spaghettis tièdes, essayant de forcer un sourire pendant qu'une foule de quasi-inconnus riait de quelque chose que ma fiancée venait de dire. Je n'avais pas entendu la blague, mais j'ai entendu la suite. Elle a raison, a ricané une de ses amies. Tu es vraiment comme son petit assistant. D'autres rirent. Quelques regards dans ma direction. Quelqu'un a même murmuré, pauvre gars. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne riait pas avec moi. Il se moquait de moi. Du gars qui portait son sac, vérifiait son agenda 2 fois, et lui envoyait des rappels pour ses rendez-vous d'épilation. Le gars qui avait planifié une demande en mariage avec des pétales de rose et un coucher de soleil et qui avait été accueilli par un « Oh, c'est ça ?» Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bronché. Je me suis juste dirigé vers la table pliante, je me suis essuyé les mains avec une serviette qui sentait légèrement la crème solaire, et j'ai dit calmement, est-ce que quelqu'un veut une salle de réception gratuite? Le 3 septembre, non remboursable. Il y eut un silence, suivi de rires nerveux. Elle s'est retournée, clignant des yeux comme si je venais de réciter une liste de courses en latin. De quoi tu parles? Le mariage est annulé, ai-je dit. Attends, Kurt, allons. Tu plaisantes. Non, mais toi, tu viens de plaisanter à mes dépens, encore une fois. Nouveau silence. J'enverrai un message à ma famille ce soir, ai-je ajouté. Je suppose que tu voudras garder la liste des invités. C'était surtout tes proches de toute façon. Et puis, j'ai posé la bague, toujours dans sa petite boîte en velours, sur la table en plastique à côté d'un cupcake à moitié mangé et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas regardé en arrière. Mais ne vous méprenez pas, ce n'était pas de la force. C'était de l'engourdissement. Parce que ce coquin d'entre eux ne savait, ni ses amis, ni les invités, ni même elle, c'est que ce n'était pas juste une question de blague. Ce n'était pas une insulte lancée en l'air pendant une fête. C'était à propos de ce que j'avais déjà découvert. Ce que je gardais pour moi depuis 3 semaines. Les choses qu'elle ne savait pas que je savais. Les choses que je n'étais jamais censé découvrir. Et si vous pensez que ce moment était choquant, attendez d'entendre ce qui y a mené. Le trajet de retour cette nuit-là, c'était comme si quelqu'un avait vidé le monde de tout son air. Je n'ai pas conduit. J'avais laissé mes clés dans ma veste, que j'avais jetées quelque part sur une chaise avant le début de la fête. J'ai juste continué à marcher, passant devant des bars éclairés au néon, des poubelles renversées sur les trottoirs, et un couple qui s'embrassait derrière un food truck, comme si l'univers n'était pas en train de s'effondrer pour quelqu'un d'autre à 2 pâtés de maison de là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti de colère. Je ne ressentais rien, ce qui, honnêtement, me faisait plus peur que la rage n'aurait jamais pu le faire. Les SMS ont commencé alors que j'étais encore à 4 rues de mon appartement. D'abord d'elle, puis de ses amis, puis de son cousin, qui avait organisé la fête et qui n'était apparemment pas ravi que j'ai transformé sa pendaison de crémaillère en ce qu'il a appelé une « scène ». Un message disait « Tu l'as humilié ». Un autre « Tu aurais pu lui parler en privé ». Mais aucun d'eux ne savait ce que je savais. Ils n'avaient pas vu les messages. Le mémo vocal, le fil de discussion de groupe avec ses collègues où on m'appelait « Monsieur Marie au rabais ». J'avais gardé tout ça pour moi. 3 semaines plus tôt, j'étais allé utiliser son ordinateur portable pour nous commander une pizza. Son téléphone était mort, le mien chargeait, et elle m'avait dit d'utiliser le sien. Les cartes étaient enregistrées, rien de dangereux, jusqu'à ce que je clique sur Chrome et que ces messages s'ouvrent comme s'ils m'attendaient. Pas une erreur, pas une blague d'un soir. Des dizaines de messages. Il est si poli, c'en est pathétique, disait l'un. Un autre, je jure qu'il me demande s'il peut me tenir la main. J'ai besoin d'un homme avant d'oublier ce que ça fait. Il y avait même un pari. Je ne connaissais pas tout le contexte, mais une de ses collègues a plaisanté, encore temps d'annuler avant septembre. Tu es partante? Et elle a répondu avec un emoji qui riait, pas si j'obtiens l'appartement d'abord. C'est cette phrase qui m'est restée. Pas si j'obtiens l'appartement d'abord. Comme si j'étais une sorte de ticket temporaire pour quelque chose de mieux. Une clé, un raccourci,
un moyen d'atteindre une fin très matérielle. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas confronté. Je ne suis pas parti en claquant la porte ou en criant. Je me suis dit, c'est peut-être du sarcasme. Peut-être qu'elle se défoulait juste. Je me suis accroché aux bribes de dignité que je pouvais trouver jusqu'à ce qu'elle rie de moi à cette fête. Et dans ce rire, j'ai tout entendu. J'ai tout vu tel que c'était. Alors, quand je suis finalement rentré à mon appartement, je n'ai pas répondu aux appels. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché notre tableur de mariage et j'ai tout supprimé. Puis, je me suis assis dans le noir et j'ai fixé l'écrin que j'avais récupéré avant de partir. Non pas parce que je voulais le lui redonner, mais parce que, pour une raison quelconque, je n'arrivais toujours pas à le jeter. Le lendemain matin était étrangement silencieux. Je ne parle pas du genre de silence paisible avec les oiseaux qui chantent et le café qui fume. Je veux dire un silence creux, comme si le monde avait baissé son propre volume. Je n'avais pas dormi. Je suis juste resté assis là, à tout rejouer en boucle comme un monteur misérable coincé, me demandant si j'avais surréagi, si j'aurais peut-être dû laisser tomber. Mais chaque fois que ce doute s'insinuait, je repensais à ce message. Pas si j'obtiens l'appartement d'abord. Et soudain, ma poitrine se serrait. Et je me souvenais exactement pourquoi j'avais quitté cette fête de cette manière. À 9h12, mon téléphone a vibré. Pas un SMS cette fois. Un appel d'Eden, l'un de mes 2 derniers amis proches. Eden et moi avions fait nos études ensemble. Nous avions monté des meubles IKEA dans notre premier appartement pourri avec des couteaux à beurre. Il n'était pas juste un ami. C'était le gars qui avait une fois conduit 5 heures pour m'aider après que ma voiture soit tombée en panne dans une ville qui n'avait même pas de lampadaire. Je ne lui avais pas raconté grand-chose de la fête. Je lui avais juste envoyé un court message cette nuit-là. C'est fini. Je t'expliquerai plus tard. Quand j'ai décroché, je m'attendais à de l'inquiétude. Ce que j'ai eu, c'est une phrase qui a fait trembler la terre sous mes pieds. Kurt, je dois te dire quelque chose, et j'aurais dû te le dire plus tôt. Il semblait secoué, et ça m'a fait plus peur que tout. Il a poursuivi en expliquant qu'il y a 2 mois, il avait vu Soline dans un café avec quelqu'un, un homme, dans la mi-trentaine, portant une montre connectée et un costume qui ne correspondait pas à la météo. Il ne faisait rien de flagrant. Pas de baiser, pas de main tenue. Mais il y avait quelque chose dans son langage corporel qui a fait hésiter Eden. La façon dont elle se penchait, la façon dont elle riait trop facilement, la façon dont elle touchait ses cheveux. Il a supposé que c'était pour le travail. Mais ensuite, il les a revus 2 semaines plus tard, cette fois dans un bar sur un toit, la nuit, partageant une assiette de quelque chose, assis trop près l'un de l'autre pour de simples collègues. Il avait hésité à me le dire, pensant qu'il se faisait peut-être des idées. Mais après ce qui s'est passé à la fête et après les SMS dont je lui ai parlé, il a senti qu'il ne pouvait plus se taire. Je n'ai pas dit grand-chose. J'avais l'estomac noué. Je voulais être surpris. Choqué peut-être, mais la vérité, c'est que je ne l'étais pas. Pas vraiment. Je pense que je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Mais il était plus facile de croire qu'elle n'exprimait simplement pas son amour de manière démonstrative, que peut-être elle était comme ça à cause de son éducation, de son passé, de son travail, de n'importe quoi d'autre que l'évidence. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à fixer le vide, la bouche sèche, le cœur battant à coulant et lourd. Je me suis souvenu des fois où elle disait avoir des réunions tardives avec des clients. La fois où elle est rentrée à la maison avec un sac d'un magasin où nous n'avions jamais fait d'achat. Le bloc de calendrier, ne pas déranger, aléatoire sur son agenda partagé, qu'elle qualifiait toujours de « temps pour moi ». Tout commençait à se connecter. Mais le dernier fil est arrivé juste 1 heure plus tard, sous la forme d'un message direct d'un nom que je ne reconnaissais pas, une femme qui prétendait avoir travaillé avec Soline et qui avait des captures d'écran pour prouver que Soline avait planifié bien plus qu'un simple mariage. Le message venait d'une certaine Véronica L. Je ne reconnaissais pas le nom et au début, j'ai pensé que c'était du spam jusqu'à ce que je lise l'aperçu. Je sais que c'est soudain, mais j'ai travaillé avec Soline et je pense que tu mérites de voir ça. Mon estomac s'est retourné. Mes mains ont plané au-dessus de l'écran pendant quelques secondes avant que je ne l'ouvre. La première chose que j'ai vue était une capture d'écran d'une discussion de groupe intitulée « Les reines du marketing ». Des noms familiers, certaines des collègues de Soline. Les messages commençaient assez innocemment. Des blagues sur les encas du bureau, une plainte à propos d'une certaine Dana qui faisait encore chauffer du poisson au micro-ondes.
Et puis je l'ai vue, une photo de moi. Je me souviens de ce jour-là. Elle avait été prise de dos alors que je faisais la queue à un marché de producteurs, tenant un panier de citrons bio parce qu'elle disait que ceux du magasin avaient un goût fabriqué. La légende disait, Curtis dans son habitat naturel. En dessous, le garçon citron. Un autre message, je jure que si je dois l'entendre encore parler des friteuses à air, je pourrais bien m'enfuir avec Max à la place. Max. Le nom m'a frappé comme une gifle froide. Max était le client qu'elle avait rencontré 3 fois autour d'un verre de vin et de tapas. Celui qu'elle insistait être juste un contact professionnel, un peu charmeur mais inoffensif. Je lui avais même proposé de la conduire à l'une de leurs réunions une fois. Elle avait dit non. Qu'elle se sentirait mal à l'aise avec moi là-bas. Bien sûr qu'elle le serait. J'ai fait défiler plus bas. Le pire, ce n'était pas le sarcasme ou les blagues à mes dépens. C'était la planification. La façon dont elle écrivait sur notre mariage comme si c'était un objectif transactionnel. Un message disait, l'approbation pour l'appartement est plus facile si nous sommes mariés. MDR. Il faut juste tenir jusqu'en octobre et je suis paré. Un autre, je pourrais vivre de son assurance pendant 1 an si j'en avais besoin. Je ne dis pas que je le ferai, mais quand même. Ma vision s'est brouillée. Je ne me souviens même pas avoir posé le téléphone. Je sais juste que je me suis levé et que je suis allé à la cuisine parce que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose de solide. J'avais besoin de sentir le bord du comptoir, la poignée froide du frigo, juste pour me rappeler que quelque chose dans ma vie n'avait pas changé, ne m'avait pas trahi. Véronica a envoyé un autre message, comme si elle savait que je lisais encore. Je ne voulais pas m'en mêler, mais après ce qu'elle a fait à cette fête, les gens parlent. Quelques-unes d'entre nous se sont senties mal en voyant ça se dérouler. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je ne savais pas quoi dire. Je ne connaissais même pas cette femme. Elle n'avait aucune raison de mentir, aucune raison de m'aider. Et pourtant, elle était là, m'envoyant le genre de bombe de vérité qui vous laisse à fixer le mur en vous demandant ce que votre dernière année avait réellement signifié. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis autorisé à être en colère. Pas le genre de colère douce et latente que j'enterrais habituellement sous le sarcasme ou les rires gênés. Non, c'était différent. C'était réel. Et alors que les pièces du puzzle s'assemblaient, les SMS, le ton de son rire à cette fête, les blocs de calendrier cachés, les blagues, les mensonges, quelque chose en moi s'est durci. J'avais annulé le mariage, oui, mais maintenant je réalisais que je l'avais fait sans connaître toute l'histoire. Et si ce que j'avais vu n'était que le début, alors ce qui allait suivre serait un règlement de compte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je ne pouvais pas. Mon corps était épuisé, mais mon esprit n'arrêtait pas de rejouer des scènes comme un disque rayé. Sa voix résonnant à travers la fête, les captures d'écran, cette horrible discussion de groupe pleine d'émojis. La façon dont les gens me regardaient, certains avec pitié, d'autres avec amusement, comme si j'étais la chute d'une blague dont j'ignorais faire partie. Vers 5 heures du matin, alors que le ciel commençait à peine à prendre cette étrange teinte gris violacé, j'ai pris mes clés et j'ai conduit. Sans plan, sans direction. J'avais juste besoin de mouvement. Le silence était devenu insupportable. J'ai fini devant l'appartement de sa sœur. Madison. De tout l'entourage de Céline, elle était la seule qui m'ait jamais traité comme un véritable être humain. Elle m'avait dit un jour, des mois auparavant, tu mérites quelqu'un qui voit en toi plus que ton utilité. Je n'avais pas su quoi faire de ce commentaire à l'époque. Maintenant, il résonnait comme un avertissement que j'avais ignoré. Je n'ai même pas envoyé de SMS avant. J'ai frappé, le cœur battant. Quand elle a ouvert la porte en sweat à capuche et pantalon de pyjama, ses yeux se sont écarquillés comme si elle avait vu un fantôme. Curtis, a-t-elle murmuré. Ça va? Je ne savais pas comment répondre à ça, alors j'ai juste dit, on peut parler? Elle a fait du café sans dire grand-chose, et je me suis assis à sa petite table de cuisine comme si je ne savais pas sur quelle planète j'étais. Quand je lui ai finalement tout raconté, de la discussion de groupe à la femme nommée Véronica, en passant par Eden qui a repéré Céline avec un autre homme, Madison n'a pas interrompu. Elle n'a pas halté ni agi de manière choquée. Elle a juste fixé sa tasse comme si elle contenait des réponses. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Puis, d'une voix basse, presque honteuse, elle a dit. Je ne savais pas pour les messages, mais je savais pour Max,
Ces mots m'ont frappé comme une chaise en pleine poitrine. Elle m'a dit que c'était juste du flirt inoffensif, a poursuivi Madison, qu'il la faisait se sentir vue et qu'elle n'agirait jamais. Je l'ai prévenue. Je lui ai dit qu'elle jouait avec le feu. Elle a ri. A dit qu'elle avait la situation sous contrôle. J'aurais dû insister davantage. Je suis tellement désolé. Je suis resté assis là, agrippant le bord de la table. Mes doigts sont devenus insensibles. Puis elle a ajouté quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Curtis, elle n'a jamais pensé que tu partirais. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire? Elle le disait tout le temps. Que tu étais trop sûr pour jamais partir. Que tu essaierais toujours de réparer les choses, qu'elle pouvait faire n'importe quoi et que tu serais toujours là à la fin avec des fleurs et des excuses. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la seule chose qui ne ressemblait pas à des pleurs. Tu n'étais pas faible, a dit Madison en me regardant. Tu étais loyal. Elle a juste transformé ça en autre chose. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Ce n'était plus seulement de la trahison. C'était de l'humiliation. J'avais été son filet de sécurité, son plan B. Le gars qu'on pouvait moquer, manipuler, et sur qui on pouvait toujours compter pour rester. Mais maintenant, je ne restais plus. Alors que je sortais de l'appartement de Madison, elle m'a arrêté. Curtis, tu devrais voir ce qu'elle a posté ce matin. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, je n'en croyais pas mes yeux. Celine était passée à l'offensive publique et avait tordu tout le récit en quelque chose de si délirant que ça m'a glacé le sang. C'était là, une publication Instagram en bonne et due forme, approchant déjà les 300 j'aime en moins d'une heure. Une photo en gros plan d'elle, assise sur un banc près du lac où nous avions l'habitude de nous promener. La tête inclinée juste assez pour paraître fragile. La légende commençait par « Parfois, les gens s'en vont sans prévenir ». Pas de point final, pas d'explication, juste le silence, et on se retrouve à se demander ce qu'on a fait de mal. J'ai cligné des yeux. Ma gorge s'est nouée en lisant les commentaires. Ses amis, les mêmes qui riaient de ses blagues à la fête, inondaient la publication de cœurs, de « Tu mérites mieux » et de « Les hommes sont tellement immatures émotionnellement ». L'une a même écrit « J'ai toujours su qu'il n'était pas assez homme pour toi ». Une autre a renchéri « Tu trouveras quelqu'un qui appréciera ton cœur ». Je suis resté là, abasourdi. Ce n'était pas passif-agressif. C'était une campagne de diffamation calculée, instrumentalisée pour attirer la sympathie. Elle savait ce qu'elle faisait, jouant la victime avant même que j'aie eu la chance de parler. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas les commentaires. C'était le nombre d'amis communs qui avaient aimé la publication sans se poser de questions. Personne ne m'a envoyé de message. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Personne ne s'est demandé pourquoi j'avais annulé le mariage et disparu. Ils ont juste cliqué sur j'aime et sont passés à autre chose, comme si elle avait écrit une nécrologie au lieu de réécrire la vérité. J'ai senti ma poitrine brûler. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de la facilité avec laquelle les gens y croyaient. La rapidité avec laquelle le gars tranquille au rire nerveux et au cœur trop tendre devenait le méchant. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, le cœur battant, les dents serrées. Pendant une seconde, je me suis même demandé si je devais juste la laisser avoir son récit. Rester propre, partir tranquillement. Mais je me suis souvenu des captures d'écran, des SMS, du pari avec ses collègues, de la façon dont elle riait en se moquant de moi devant des inconnus. Je me suis souvenu du visage de Madison, de son air sincèrement honteux pour sa sœur. Et je me suis souvenu de Véronica, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, qui avait pris la peine de m'envoyer la vérité. Ces femmes ne me devaient rien, mais elles ont vu ce que je ne voyais pas. Que mon silence la laisserait gagner. Alors, j'ai pris une décision. Je n'ai pas sorti l'artillerie lourde. Je n'ai pas tout exposé dans une grande publication. Cela m'aurait fait paraître vindicatif. Non, j'ai commencé petit. Une simple story, fond noir, texte blanc. Simple. Puisque les gens le demandent, voici une conclusion. J'ai annulé le mariage parce qu'il s'avère que je n'étais pas le seul envers qui elle était engagée émotionnellement. Je me suis arrêté là. Pas de nom, pas de photo, pas de preuves, pour l'instant. Mais assez pour faire changer la conversation. Assez pour que les gens s'arrêtent. En quelques minutes, j'ai reçu mon premier message, puis un deuxième, puis 5. Certains d'amis communs, d'autres de personnes que je connaissais à peine.
tous demandant « Attends, que s'est-il réellement passé ?» Et puis est arrivé celui que je n'attendais pas. Un DM de Max lui-même. Pas de mots, juste un numéro de téléphone et le message. Il faut qu'on parle. Il m'a fallu 3 heures pour trouver le courage d'appeler Max. Son message était dans ma boîte de réception comme un fil sous tension. L'homme qui était censé n'être qu'un client, qui était apparu dans les messages, les observations sur les toits et les blagues de groupe, voulait maintenant parler. Mes paumes étaient moites avant même que je ne compose le numéro. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Était-ce une provocation, des excuses, une confession, ou pire encore? Quand il a décroché, il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit, je ne savais pas qu'elle était fiancée. Ces mots sont tombés comme un parpaing dans mon estomac. La voix de Max était calme mais tendue, comme quelqu'un marchant sur une corde raide entre la culpabilité et la colère. Il m'a dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a 6 mois. Elle s'était présentée comme célibataire. Avait dit qu'elle sortait récemment d'une relation sérieuse, mais ne cherchait rien de compliqué. Il l'a cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il n'y avait pas de bague, aucune mention de moi, juste des histoires sur la façon dont elle essayait de se redécouvrir. Il m'a dit qu'il s'était vu 6 ou 7 fois. Un café au début, puis des verres, puis les choses ont dégénéré. Il n'a pas élaboré, et je n'ai pas demandé. Je n'en avais pas besoin. L'image était déjà nette dans ma tête. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement la trahison. C'était à quel point elle avait été calculatrice. Comment elle avait gardé ces 2 vies séparées. Comment elle planifiait un mariage tout en nourrissant simultanément un autre homme d'un récit complètement différent. Puis il a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Elle m'a invité à la fête de fiançailles. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle a dit que c'était juste une soirée entre amis et que je devais venir plus tard dans la soirée, que je rencontrerais certains de ses potes. Elle a fait en sorte que ça paraisse décontracté, mais maintenant je réalisais qu'elle me voulait là-bas. Peut-être comme plan de secours, ou peut-être juste pour le frisson. Je ne pouvais plus parler. J'étais physiquement malade. Il a fait une pause. Quand ta story a été publiée, je l'ai vue. Quelqu'un que je suis l'a reposté. J'ai fait le rapprochement. Curtis, mec, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Nous avons raccroché peu de temps après. Je l'ai remercié. Ne me demandez pas pourquoi. Et je suis resté assis là, en silence à nouveau. Mais cette fois, le silence était différent. Ce n'était plus du chagrin d'amour. Ce n'était plus de la confusion. C'était de la clarté. Je la voyais enfin pour qui elle était, pas pour qui j'essayais de croire qu'elle pouvait être. Et plus important encore, je me voyais moi. La version de moi qui tolérait d'être en second. Celui qui pensait que la loyauté lui rapporterait d'une manière ou d'une autre de l'amour. Cette version avait disparu. Dans l'heure qui a suivi, j'ai commencé à rassembler tout. Les captures d'écran, les SMS, les messages de Véronica et de Max dans un seul dossier. Je n'allais pas le publier en ligne. Ce n'était pas le plan. Mais j'en avais besoin, prêt, parce qu'elle était toujours là, racontant sa version. Et je n'allais pas la laisser enterrer la vérité sous des hashtags et de fausses larmes. Mais avant même que je puisse décider quoi faire du dossier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message est arrivé de Soline elle-même. 4 mots, il faut qu'on parle. Elle voulait qu'on se voie en personne. J'ai accepté, mais seulement dans un lieu public. Terrain neutre, pas de drame, pas de meubles à jeter ou de portes à claquer. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille un après-midi de semaine. Loin du chaos orchestré de son fil Instagram, elle s'est présentée avec un maquillage léger et la même expression triste qu'elle avait utilisée en ligne. Le regard, comment as-tu pu, qui, d'une manière ou d'une autre, faisait d'elle la victime de son propre gâchis. Je n'ai pas parlé en premier. J'ai attendu. Elle s'est assise lentement, puis s'est penchée en avant et a murmuré, « Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. » J'ai juste cligné des yeux. C'était ça. C'était son entrée en matière. Pendant les 10 minutes suivantes, elle m'a offert ce que je ne peux décrire que comme des demi-excuses soigneusement répétées. Elle était désolée que j'ai été blessé. Désolée que je l'ai découvert de cette façon. Désolée que j'ai dû être embarrassé. Pas désolée pour ce qu'elle avait fait, seulement désolée que ce soit salissant. Elle a tourné autour de la vérité comme si c'était un feu de joie et qu'elle ne voulait pas se brûler. Mais ensuite,
elle a fait une erreur. Elle a demandé, pouvons-nous garder ça privé? Juste dire que ça n'a pas marché. Et c'est là que quelque chose s'est déclenché en moi. Pas de la rage, pas de la tristesse, juste un sentiment de finalité. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, non. Tu t'es moqué de moi publiquement. Tu m'as trahi en privé, et maintenant tu veux tranquillement sauver la face. Ce chapitre est clos. J'ai fini de jouer le personnage silencieux dans ton histoire. Elle m'a fixé pendant un long moment. Les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle cherchait le prochain coup à jouer, mais il n'y en avait pas. Je me suis levé, j'ai laissé assez d'argent sur la table pour payer sa boisson, et je suis sorti. Le soleil a frappé mon visage comme si je ne l'avais pas senti depuis des semaines. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas humilié. Je me sentais libre. Le mariage est annulé. La bague est vendue. J'ai utilisé une partie de cet argent pour réserver un voyage. Non pas pour m'échapper, mais pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai renoué avec des gens que j'avais perdus de vue. J'ai réappris à apprécier le silence sans culpabilité, et j'ai même recommencé à tenir un journal. Non pas par douleur, mais par paix. Céline peut publier ce qu'elle veut. Raconter la version qu'elle a besoin de croire. Mais je connais ma vérité maintenant. Et plus important encore, je me suis enfin choisi. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. J'espère qu'elle a rappelé à quelqu'un que partir n'est pas une faiblesse. C'est parfois le premier pas pour reconquérir qui vous êtes vraiment. Dites-moi dans les commentaires, quel événement historique ou moment personnel vous a appris à valoriser votre propre valeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.